Bienvenue dans la deuxième partie de ce débat consacré au Consumer Electronic Show, le CES de Las Vegas, où les jeunes pousses françaises sont présentes massivement. La technologie est devenue un enjeu politique et électoral. Pour preuve, François Fillon il déambule toute la journée à Las Vegas. Il y a aussi Michel Sapin, ministre des Finances, et Axelle Lemaire. Alors là, c'est moins surprenant puisqu'elle est la ministre du numérique. Frédéric Mazzella, cet engouement des politiques pour la technologie, comment vous fait-elle réagir ? Je pense que tout ce qui va dans le sens, là vous me parlez à moi, de mettre en avant les technologies et les métiers du futur est bon. Donc après, quels que soient les gens qui s'y intéressent, moi je suis toujours très heureux de voir que justement il y a un engouement. Ensuite, voilà, sur les questions de politique des uns et des autres. Ça veut dire je suis dans le coup quand François Fillon y va. Ça veut dire, maintenant, moi j'ai un programme, mais je suis dans le coup d'être avec les jeunes pousses françaises, les start-upers. Alors ça, ce que ça veut dire, moi j'ai pas envie de m'aventurer sur ce terrain-là. Ce qui est bien, c'est qu'il s'y intéresse, et je pense que tous les hommes politiques devraient s'y intéresser, parce qu'il y a une citation de Woody Allen que j'aime beaucoup qui dit je m'intéresse au futur parce que c'est bien là que je compte passer mes prochaines années. Voilà, je pense qu'on ne peut pas ignorer aujourd'hui toutes les nouvelles technologies et qu'il faut évidemment les comprendre, s'y intéresser, parce que sinon on sera laissé sur la touche. Donc François Fillon soit à Las Vegas, au CES. Que ce soit François Fillon ou quelqu'un d'autre, pour moi c'est bon, et voilà, c'est tout. Plus ils y vont, mieux c'est finalement pour le secteur. Vous le voyez comme ça? Oui, je pense, puisque voilà, ça nous donne l'occasion d'en parler, de parler du digital. Et puis, vous ne le voyez pas comme une opération de com, justement Ça, c'est lui qui gère. Moi, je ne sais pas. C'est son programme, ça ne me regarde pas. Diana Filippova, quelle est votre réaction, vous, à cet empressement des politiques? C'est quand même assez récent. Alors c'est vrai, on le disait, ça a commencé avec Fleur Pellerin, qui a tout de même mis en œuvre une sorte de dispositif pour aider les jeunes pousses à Las Vegas. Alors c'est vrai que c'est plus surprenant quand c'est François Fillon, parce que pour le moment, je ne crois pas avoir vraiment vu un programme sur le numérique du côté de François Fillon. Comment ça vous fait réagir ? Alors je pense qu'il y a clairement un enjeu de communication qui existe parce qu'on est dans le domaine du politique, donc c'est absolument inévitable. Le fait de se montrer en compagnie de start-up dans l'écosystème, ça montre qu'ils essaient de s'y intéresser. Ensuite, encore une fois, je ne voudrais pas me prononcer sur le programme comme Frédéric, mais l'enjeu de communication, il est non seulement évident, il est naturel. C'est pas ça qui devrait nous faire tilter. La question, c'est est-ce que ça relève d'un certain fétichisme renouvelé de l'entrepreneur, qui est presque du solutionnisme de start-up, qui est de se dire que tous les problèmes vont être résolus grâce à la technologie, vont être résolus grâce à l'innovation, ou alors est-ce que ça participe d'un véritable programme de soutien à l'innovation et à l'écosystème? Et c'est là où en fait les débats qui vont venir dans les mois à venir, que ce soit à gauche, à droite, en gros de tous les côtés, qui vont nous indiquer, qui vont nous donner la réponse ou des éléments de réponse. Donc vous attendez au tournant en tout cas les politiques dans cette campagne. Tout le monde est extrêmement curieux, notamment parce que ce n'est pas seulement au CES que les choses se passent, notamment la semaine dernière, le revenu universel, par exemple, a fait les gros titres parce que c'est un enjeu de campagne aujourd'hui qui est existant. Ce n'est pas seulement un fantôme, alors qu'il y a encore un an, quand on évoquait le revenu universel, on était salué comme un pionnier ou comme un révolutionnaire. Donc aujourd'hui, c'est rentré dans le débat, c'est extrêmement positif et surtout, ça participe de la question technologique. C'est une résultante sociétale inévitable. Qu'est-ce qu'on fait dans un monde où le travail ne fournit plus le revenu pour faire subsister une société? Et ça montre en fait que la technologie aujourd'hui, elle n'est pas cantonnée à des shows, que ce soit le CES ou d'autres organisations, mais également sur l'échiquier politique beaucoup plus large, qui concerne tous les Français. Bruno Teboul, vous voyez ça plutôt comme une opération de communication, François Fillon à Las Vegas, ou est-ce que ça serait plus profond? Quelle est votre réaction? Alors il y a eu plusieurs rapports de politique quand même. Je veux citer le rapport Terrasse qui visait à trouver un équilibre entre justement l'ubérisation de l'économie et puis la vieille économie. On sent qu'il y a des conflits de toute façon entre ces deux économies. Quelle est votre réaction? Alors, je rejoins effectivement l'avis de Frédéric et de Diana. Donc, c'est des opérations essentiellement de communication pour moi, politique. Je ne pense pas qu'ils soient conscients, malgré tout, de tous les enjeux aujourd'hui que porte le numérique en son sein. Ils sont à côté de la plaque, finalement, les politiques, face à cette économie. C'est pas qu'ils sont finalement à côté de la plaque, mais malheureusement, dans des calculs électoraux de court terme, ils feignent, enfin, en tout cas, ils essaient de montrer qu'ils comprennent, mais ils n'entendent pas toujours, si vous voulez, malheureusement, les problèmes que pose le numérique. Alors, Diana a soulevé la problématique liée notamment à un chômage massif
technologique et la question d'un revenu universel. En effet, c'est pas nouveau. Les politiques aujourd'hui se sont emparés de ce sujet, à la fois libéraux et progressistes. Néanmoins, je ne sais pas s'ils mesurent les conséquences, entre guillemets, de ce qui est en train de se passer dans une société où finalement les sciences et les technologies convergent. On arrive aujourd'hui à un constat que certes, la transformation numérique des entreprises est en train de s'accomplir inexorablement, mais ils ne comprennent pas, pour moi, finalement, ce qui va être la deuxième vague d'un tsunami plus profond après la disruption numérique. Moi, je vois effectivement les enjeux, si on cite ces entreprises américaines qui sont les GAFA, se poser des questions autour de la les GAFA, c'est-à-dire Amazon, Google, oui. Apple. Elles se posent des questions plus profondes, qui peuvent même être des questions métaphysiques, sur comment réparer l'humain, comment l'augmenter. On parle de technologie effectivement dite exponentielle. C'est la prochaine vague. C'est les questions. C'est combien de temps? C'est l'intelligence artificielle, ces technologies exponentielles dont vous parlez. Quelle est l'échéance? On y est déjà en fait. On est en plein dedans. Ce sont des développements qui aujourd'hui sont accélérés. Les réseaux de neurones il y a 20 ans étaient à la mode et puis on a un peu piétiné. On avait du mal à développer de façon artificielle tout ça. Aujourd'hui, avec la capacité de calcul des machines, on a considérablement accéléré. Pour certains même, on va dépasser cette fameuse loi de Moore, si vous voulez, et donc l'infiniment petit, la matière, et donc on parle d'informatique cognitive, d'informatique quantique, alors je ne rentre pas dans le détail. Ce sont les nouveaux sujets, les nouveaux challenges qui se posent de par l'avènement de la technologie et son accélération. Alors, ce ne sont pas les sujets qu'on trouve dans les programmes des politiques pour l'instant, en tout cas. Non, pas vraiment. Ils ne s'en préoccupent pas complètement, en tout cas pas totalement. Oui. Vous le déplorez, ça? Complètement, bien sûr. C'est des enjeux majeurs sociétaux, ce sont des enjeux politiques. Et il faut effectivement, demain, que les politiques s'en emparent pour qu'on puisse en débattre et qu'on se pose des bonnes questions de société. Quel modèle de société numérique, entre guillemets, ou quel modèle de société tout court voulons-nous face à une omniprésence, une omnipuissance américaine, chinoise, indienne sur les technologies? Se pose aussi la question de la souveraineté numérique, d'une certaine manière. On doit se poser ces questions et ce sont des questions politiques. Capucine, cousin, Fillon à Las Vegas, pour vous, c'est de la com aussi? C'est la communication, mais peut-être que ça fera un sujet de débat lors de la campagne électorale qui s'annonce cette année. Donc vous le souhaitez aussi, en fait, hein? Ce serait intéressant. Ça devienne un peu un sujet dans les 4 mois qui viennent. Oui, ce serait bien qu'il soit abordé, mais il l'a déjà été durant la campagne pour les primaires de droite. Tous les candidats de droite... C'était NKM qui en a parlé, oui. Quasiment la seule, Nathalie Kosciusko-Morizet. Quand même, Alain Juppé aussi en a parlé. Bon, un petit peu, oui. Tous les deux, ils ont visité des campus, des startups, etc. C'était de la com, sans doute. Mais il y avait quand même, dans les programmes de campagne pour les primaires de François Fillon et d'Alain Juppé, il y avait quand même un volet sur le numérique avec quelques propositions. Il fallait chercher, quand même un début de réflexion. Il fallait chercher, effectivement. Vous pouvez le trouver en ligne sur leur site de campagne. Alors, Frédéric Mazzella, est-ce que vous voudriez justement que ça fasse également partie des sujets de campagne, cette économie numérique? Vous qui êtes dedans, on sait qu'il y a ce conflit finalement entre la nouvelle économie et l'ancienne. Comment est-ce que vous voyez s'adapter finalement la réglementation? Donc, c'est vraiment une question politique en France pour accompagner les startups, pour accompagner justement cette nouvelle économie. En fait, déjà, je pense qu'il faut classifier un petit peu tout ce dont on parle, parce qu'on a vite tendance à tout mettre dans le même panier, alors qu'en fait, il y a des choses très différentes. Même quand on parle d'ubérisation, en fait, ce qu'il y a vraiment derrière, c'est un phénomène qu'on pourrait appeler plutôt plateformisation. C'est-à-dire que ça touche un petit peu, beaucoup de secteurs. Ça va toucher le contenu avec du partage, des plateformes de partage type Dropbox, Netflix, Spotify, Deezer, enfin voilà, où on va partager donc des audiovisuel. Voilà, ça va être du partage de connaissances avec des plateformes comme Wikipédia ou tout ce qu'on appelle les MOOCs, les Massive Open Online Classes, qui vont être du Coursera ou des choses comme ça. Ça va toucher aussi évidemment ce qui est réseaux sociaux avec les Facebook, les LinkedIn, les réseaux sociaux personnels, les réseaux sociaux professionnels. Et cette économie du partage va devenir dominante. Il y a Jeremy Rifkin qui dit ça, vous pensez? Oui, disons qu'on a une plateforme qui permet maintenant de partager des choses qui avant étaient très individuelles. Ça va même jusqu'au partage d'argent avec des plateformes de crowdfunding ou de crowdlending avec Funding Circle, Kickstarter, enfin tout un tas de KissKissBankBank en France ou des plateformes de ce style. On a aussi évidemment des ressources sous-utilisées qui peuvent être partagées. Alors on a des plateformes de partage de logements avec Airbnb, de voitures. Mais on voit justement les problèmes que ça pose en termes de législation, tout simplement. Et ensuite, il y a un autre type de plateforme, on est encore sur de la plateforme, qui est une plateforme de partage de temps
et de compétences. Et là, ça veut dire qu'on va pouvoir avoir quelqu'un qui fait du graphic design ou qui est photographe pour votre mariage ou je ne sais quoi, que vous allez pouvoir contracter pour 2 heures ou pour 3 jours. Et c'est vous des allez contrats aussi pouvoir courts, ça, prendre un chauffeur de taxi sur une plateforme, comme toutes les plateformes de VTC dont on parle aujourd'hui, qui sont en fait des plateformes de freelancing, si on veut. Enfin, c'est du freelance, c'est-à-dire on échange du temps et des compétences contre de l'argent d'un client qui va payer. Donc ce sont ces plateformes-là principalement, généralement, qui posent des problèmes de régulation parce qu'évidemment, historiquement, partager son temps et ses compétences, ça s'appelle travailler. Donc là, on touche au domaine du travail. Pour tout ce qui est le reste, c'est du partage de connaissances, je ne sais pas comment ça s'appelle, du partage de contenu, du partage de ressources sous-utilisées, du partage de tout un tas de choses. Et puis, il y a aussi cette catégorie-là qui est le partage du temps et de nos compétences, et ça, c'est du travail. Donc évidemment, c'est encadré, ça doit être régulé, et c'est tous les débats qui sont en cours. Justement, comment est-ce qu'on peut avancer dans le débat? Parce que Airbnb, par exemple, a été régulé très récemment, c'est-à-dire qu'on ne peut pas louer son appartement plus qu'un certain nombre de jours par mois. Est-ce qu'il faut justement, je dirais, protéger d'une certaine manière, légiférer en ce sens, ou au contraire, est-ce qu'il faut laisser une plus grande libre initiative? Qu'est-ce que vous défendez, vous? Moi, je pense qu'il faut appliquer son bon sens partout. Voilà, des choses, quand on réfléchit au niveau macro et que, par exemple, on voit les enjeux d'évolution du climat et que, alors là, si je parle juste au niveau des voitures et qu'on voit que le taux d'occupation des voitures est entre 1,1 et 1,3, c'est-à-dire qu'en moyenne, vous avez un conducteur par voiture et de temps en temps un passager, alors que ce sont des voitures qui font 1 tonne et qui pourraient être beaucoup mieux utilisées parce qu'il y a plein de places libres dans les voitures. Voilà, nous, c'est ce qu'on fait avec BlaBlaCar. On permet de faire en sorte que les places non utilisées dans les voitures soient mieux utilisées de manière à mieux utiliser une ressource qui coûte très cher, qui évidemment a un impact sur l'environnement. Et donc voilà, ça c'est du bon sens et il faut l'appliquer et il faut l'encadrer. Mais on ne peut pas aller contre. C'est du bon sens que la technologie permet. Donc ça va se passer de toute manière. Et donc le rôle de nous tous et de toute la société, c'est de faire en sorte que ça se passe dans les meilleures conditions. Donc il ne faut pas interdire en fait. C'est ce que vous dites. Diana Filippova, vous êtes d'accord avec ça? Comment mieux accompagner? Finalement, dans tous ces politiques, quel est celui qui a le meilleur programme sur le numérique, qui pourrait justement le mieux accompagner Emmanuel Macron? Pour reprendre la première question, il y a vraiment 2 grandes, on va dire, orientations dans l'économie collaborative. La première, c'est effectivement celle qui constitue du revenu complémentaire. C'est le fait de partager sa voiture, de sauver son appartement personnel pour quelques jours. Et là, en fait, les faits montrent que l'interdiction marche très mal, puisqu'on trouve toujours des moyens, parce que la technologie le permet, de détourner, de le faire en secret. Donc, plutôt que d'interdire tout, il faut trouver, on va dire, la bonne granularité. Par exemple, interdire ceux qui en abusent. Par exemple, un propriétaire qui a 20 appartements à Paris, qui les loue de façon illégale et qui en tire des bénéfices qui ne sont pas imposés, qui ne sont pas déclarés. Parce que là, ça devient un business quand on a autant d'appartements. C'est un business et qui d'ailleurs représente un petit pourcentage, mais qui peut polluer effectivement le fonctionnement d'une plateforme. D'autre part, il y a les plateformes comme Uber, comme des plateformes comme Frédéric en parlait, de freelance, où en fait on rencontre une nouvelle forme d'organisation du travail qui est alternative au salariat, de ce qu'on appelle le salariat traditionnel. Par exemple, la capacité de passer un contrat de prestation de service où en fait le chauffeur Uber, par exemple, n'est pas lié par un lien de subordination, mais n'est pas non plus protégé ni par le contrat de travail. Ils ont manifesté tout récemment encore. Tout à fait. Et là, ça pose des questions qui sont, encore une fois, on revient à la question politique, beaucoup plus globale. C'est dans quel modèle du travail allons-nous évoluer demain? Quel modèle on propose? Est-ce que c'est un modèle où tout le monde fait un peu ce qu'il veut avec une protection minimale qui est garantie par l'État? Donc ça, c'est le modèle néolibéral. Ou est-ce qu'on est au contraire dans la construction d'une nouvelle protection qui, elle, pourrait être détachée du salariat tel qu'il existait aujourd'hui et appliquée de façon beaucoup plus universelle? Alors, pour l'instant, il n'existe pas vraiment cette nouvelle protection dont vous parlez. Le compte personnel d'activité, qui va être bientôt lancé par le ministère du Travail, constitue une première étape du détachement entre les droits qui sont associés maintenant beaucoup plus à personnes, qui peuvent changer de parcours, qui peuvent devenir chômeurs, étudiants, entrepreneurs, freelance, et d'autre part l'activité qu'ils vont effectuer. Et ça, pour moi, ce modèle-là, quelle qu'en soit la forme, alors soit complètement plateformisé dans une économie néolibérale, soit au contraire très lié à des prestations sociales par l'État,
en partie au moins inévitable, parce que aujourd'hui, nous assistons à une dissociation entre les formes de travail, l'évolution du parcours et les revenus des personnes. Bruno Teboul, mais alors il y en a certains justement qui disent mais non, le salariat c'est encore 90% de la société française, donc s'intéresser à 10% c'est totalement absurde. C'est quand même ce que disent ceux qui sont dans cette ancienne économie et qui quelque part refusent de voir ces changements, cette révolution. Qu'est-ce qu'on peut leur répondre? Alors je pense qu'effectivement les chiffres que vous citez sont des chiffres actuels. Donc ce sont des réalités. Néanmoins, ce qu'on observe aux États-Unis, par exemple, et évidemment les analystes aujourd'hui s'en inspirent un peu, c'est qu'un tiers des actifs sont des indépendants. Donc Diana... Aux États-Unis. Aux États-Unis. Donc c'est pas le cas en France. Non, mais la tendance est en train d'évoluer puisqu'on a à peu près 1 million d'indépendants aujourd'hui et donc de création, si vous voulez, de jobs d'indépendants. Diana le soulignait tout à l'heure. En effet, beaucoup de plateformes aujourd'hui proposent finalement des nouvelles formes de travail et d'organisation qui sont plus proches des métiers de type auto-entrepreneur, indépendant. Et en effet, la question même du statut de l'auto-entrepreneur ou du travailleur indépendant se pose, tout comme la question de la protection sociale et d'un nouveau système de protection sociale doit se poser à nous. C'est une question éminemment politique, là encore, puisque nous passons d'un système finalement post-30 glorieuses, tayloriste, keynésien, à un système qui aujourd'hui ne garantit plus finalement de protection à des gens qui ont besoin pour travailler de faire appel à ces plateformes. Alors je ne vous parle pas de plateformes aux États-Unis ou ailleurs qui vont carrément totalement permettre à ces mêmes plateformes de mondialiser une main-d'œuvre et de vendre finalement des gens ou leurs prestations pour $1 de l'heure. On en est là quand même aujourd'hui. Donc quand Frédéric parle de mondialisation, il y a une mondialisation également du fait de la plateformisation de la main-d'œuvre. Donc ça aussi c'est quand même inquiétant. Donc on a besoin de se poser la précarisation question. Du travail. De précarisation, d'intermittence généralisée. Donc tout ça pose des questions nouvelles. Je ne rentre pas dans le détail des concepts, on parle de digital labor, c'est-à-dire de gens qui vont devoir effectuer des tâches, on parle de tâcheronnage, de micro-tâches. Voilà, il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui travaillent pour des plateformes, on ne le sait pas toujours, on pense que les tâches en question sont automatisées. Non, elles sont faites par une armada de personnes qui sont obligées de travailler depuis leur domicile pour 1-2 euros de l'heure et ça, effectivement, c'est difficilement supportable. Alors, quand on voit les débats sur l'UNEDIC ou les débats classiques, Capucine Cousin, on a l'impression d'être loin tout de même, qu'il y a un décalage véritablement entre lorsqu'on parle de réforme en France et finalement l'évolution de la technologie. Oui, c'est vrai, mais quand même sur ces nouvelles formes d'entrepreneurs individuels, etc., je pense que les politiques quand même essaient de s'emparer un peu de ce sujet. Avec le compte personnel d'activité, mais en dehors de cela... Quand même, encore une fois, les candidats François Fillon et Alain Juppé, dans leur programme lors des primaires, tous les deux, il y avait toute une partie sur un nouveau statut d'entrepreneur individuel qui permettrait d'englober ces nouvelles formes de travail pour les chauffeurs d'Uber, etc. Donc c'est encore très naissant, mais ils essaient quand même de s'emparer de ce sujet et de faire des propositions. Parce que ça fait un moment que ça dure tout de même, Frédéric Mazzella. Vous, ça fait 10 ans que vous êtes dans le business, donc je veux dire, c'est quand même pas nouveau. Oui, ça progresse. C'est venu aussi avec la démocratisation complète de l'accès, tout simplement, aux tuyaux d'information avec nos smartphones qui sont connectés. Comme vous dites, c'est une révolution qu'on ne peut pas arrêter. Donc, comment justement tenir le cap ? Il faut être créatif, voilà, toujours. Il faut essayer d'aller voir ce qui se passe devant, de bien comprendre. Je pense qu'il faut aussi faire de la prospective, effectivement, bien analyser ce que ça veut dire, ce qu'on est en train de découvrir. Donc vous regardez également l'impact au niveau macroéconomique et pas juste l'impact de rentabilité au niveau de la boîte, des salariés ? Il y a une nécessité déjà d'équilibrer le service en lui-même, parce que nous, pour le coup, une société comme Blablacar, elle crée des métiers qui n'existaient pas par le passé. Vous avez plus de la moitié des métiers chez Blablacar aujourd'hui qui n'existaient pas il y a 4 ou 5 ans en France, tout simplement. On est en train d'inventer des nouveaux métiers, on sait très bien que c'est des métiers du futur. Il y a d'autres endroits sur la planète. Alors comment formez-vous justement ces personnes à ces nouveaux métiers ? C'est vous-même qui les formez ? On se forme très très vite, oui, entre nous. Déjà, on expérimente beaucoup. On a un système très agile d'expérimentation de nouvelles choses, de nouveaux produits, de nouvelles technologies, et donc en interne on passe notre temps à essayer des choses et à progresser ensemble. On s'apprend beaucoup les uns les autres, on lit énormément. Qu'est-ce que vous voulez dire on s'apprend beaucoup les uns les autres? C'est-à-dire qu'on tire les leçons des erreurs des uns, on discute. On parle de nos métiers, on a beaucoup de séances où on parle pas forcément des missions, mais on parle aussi de nos métiers et qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on a découvert cette semaine, qu'est-ce que ça veut dire, comment on va pouvoir mieux construire quelque chose ensemble plus loin. On fait aussi beaucoup d'échanges de connaissances avec d'autres sociétés. On a des voyages très régulièrement dans Silicon Valley où on va voir une dizaine de boîtes, de Dropbox à Airbnb, en passant par LinkedIn, PayPal, Slack et toutes les sociétés qui sont là-bas, pour échanger sur nos métiers et comprendre ce que ça veut dire. C'est-à-dire que comprendre ce que ça veut dire de créer des plateformes de ce type-là
pour évidemment être plus efficace et pas réinventer la roue 5 ou 10 ans après d'autres sociétés qui ont déjà trouvé la solution. Parce qu'il y a des innovations de services, mais il y a aussi les métiers qui sont en train d'évoluer, qui sont en train d'innover. Donc moi, je suis OK pour innover sur les services, c'est-à-dire pour créer quelque chose de nouveau et qui soit utile à tout le monde. Ensuite, sur les métiers, je pense qu'on a tous intérêt à s'aider, à ce que l'écosystème s'entraide pour justement apprendre ces nouvelles méthodes de travailler et de construire des services phénoménaux. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un écosystème véritablement de la nouvelle économie en France? Est-ce que c'est ça qui a changé? Alors moi, je dirais qu'effectivement, sur les 5 dernières années, c'est vraiment ça qui a changé. C'est-à-dire qu'un écosystème pour que des startups grandissent et deviennent ce qu'on appelle des scale-up, c'est-à-dire des sociétés qui, pour le coup, vont vraiment commencer à recruter des gens par centaines et pas recruter des gens par unité ou par dizaines, c'est-à-dire vraiment devenir un service qui emploie des milliers ou des dizaines de milliers de personnes, parce que ce qu'il faut voir, c'est qu'on parle des GAFA, mais c'est des gens qui emploient des dizaines et des dizaines de milliers de personnes. Donc, Google, en fait, Apple, voilà, Microsoft. ce sont effectivement des grandes sociétés qui inventent les métiers de demain. Nous, voilà, on est 500 aujourd'hui, mais voilà, on crée quand même des emplois par centaines. C'est mieux que déjà de créer seulement quelques emplois en démarrage. Donc, en fait, les scale-up, c'est ce qu'on veut voir, grandir, parce que justement, ça crée l'écosystème. Mais au-delà de ça, il y a évidemment, alors ça part de l'éducation, on en parlait tout à l'heure, parce qu'il y a aussi l'éducation continue, puisque ça va tellement vite qu'il faut continuer à se former. Donc, formation continue, c'est ça que ça veut formation dire. continue, il y a aussi état d'esprit formation au sein de la boîte également, d'un pays. Oui, puis enfin, l'état d'esprit, vous savez, il y a quelques années, les jeunes voulaient plutôt devenir fonctionnaires et maintenant, les jeunes veulent plutôt créer leur boîte. Alors ça, c'est vrai aujourd'hui? Il y a des statistiques, alors elles ne viennent pas forcément exactement des mêmes sources, mais enfin, sur les dernières, peut-être que vous en savez plus que moi au niveau de ces chiffres-là. Mais en gros, il y a quand même une tendance. Pardon? 2 tiers, je crois, des diplômés des écoles aujourd'hui qui veulent créer leur start-up à la sortie. Alors ça, c'est très nouveau par rapport à il y a 10 ans, effectivement. Voilà, 2 tiers des diplômés veulent créer leur boîte en France. Alors en France, on a envie de prendre des risques aujourd'hui, on n'avait pas envie de les prendre il y a 10 ans. Parce que c'est ça l'esprit dont on parlait. C'est une très belle aventure. Bon, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a aussi des passages de notre histoire. On a été extrêmement innovants quand on a créé des grandes sociétés aujourd'hui qui sont les sociétés du CAC 40 il y a 20, 30, 40, 50 ans. On a été extrêmement ambitieux, on a été extrêmement innovant. Voilà, je trouve qu'il y a une vague aussi là maintenant de création qui est beaucoup plus digitale, évidemment, parce que c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui en 2017. Mais c'est extrêmement positif. Alors après, un écosystème, ça se construit non seulement par un état d'esprit, c'est-à-dire l'envie d'aller créer ce genre de choses-là, un système éducatif performant déjà au départ pour avoir des gens qui sont quand même formés et qui sont prêts à aborder l'apprentissage. On ne parle pas des rythmes scolaires là. Non, pas des rythmes, mais des matières enseignées. Voilà, des matières enseignées. Pour l'informatique partout dès qu'on a 3 ans. Mais, le coding à partir de 3 ans. Mais c'est très important, c'est un autre langage, c'est le langage du futur. Et au-delà de ça, il y a aussi l'écosystème de financement qui se structure énormément aussi, c'est-à-dire qu'on est capable de financer des startups en démarrage, mais aussi en séries A, B, C, D, ce qui s'appelle en fait les séries où on lève de plus en plus d'argent, entre 1, 5, 10, 20, 100 millions. Et on a aussi tout un écosystème d'incubateurs aujourd'hui qui est très bien fait. On a plein d'incubateurs. Ce qu'on appelle les incubateurs, c'est quoi exactement? Les incubateurs, c'est des endroits dans lesquels on va s'entraider entre entrepreneurs. On va. Donc on s'entraide entre entrepreneurs. Non, mais c'est ça qu'il faut dire. Je trouve que c'est intéressant. On n'est pas dans un monde juste de requins individualistes. On doit s'entraider pour créer cet écosystème, alors que c'est quand même très compétitif. Alors, ce qui est compétitif, c'est le fait qu'aujourd'hui, vous pouvez en un clic passer d'un service à un autre. Donc ça, faut juste accepter que c'est justement, mais c'est même très très bien, puisque ça fait que le meilleur produit gagne en général. C'est-à-dire que quand 2 produits similaires, enfin là je parle des services qui sont disponibles en ligne, c'est pas toujours le cas pour des produits vraiment extrêmement physiques, dont l'enjeu de distribution est un petit peu différent. Mais sur des services qui sont accessibles directement en ligne ou depuis votre téléphone portable, comme en général l'inscription est gratuite, vous pouvez passer de l'un à l'autre en quelques secondes, ce qui n'est pas forcément le cas, ce qui n'était pas forcément le cas avant le monde digital, où pour changer de fournisseur, il fallait changer de ville ou changer de pays. Bon, là, vous avez tout en accès directement. Donc, très compétitif. Donc c'est extrêmement compétitif, mais enfin moi je trouve que c'est plutôt sain, c'est-à-dire que, voilà, que le meilleur produit. En revanche, il y a de l'entraide, c'est ça que vous dites, pour créer cet écosystème. Mais il y a de l'entraide sur nos métiers, encore une fois. Voilà. Après, forcément, entre 2 sociétés qui sont directement compétitrices, je ne sais pas s'il y a autant d'entraide. Mais sur 2 sociétés qui apprennent les mêmes métiers, mais pour des buts différents et pour fournir un produit ou un service différent, oui, évidemment, il y a de l'entraide. Diana Philippot, vous êtes d'accord avec ça? Alors vous, en plus, vous travaillez travaillez pour Apple, pour le développement des startups. Microsoft, ouais. Pardon. Donc du coup, c'est vraiment la relation entre les gros, pour le coup, et les petits. C'est la relation. Les gros ne mangent pas les petits dans ce cas-là? Alors Microsoft, pour le coup, la stratégie est partenariale, c'est celle d'accompagner les startups du point de vue international, business et technologique pour les aider à se développer. Et comment choisissez-vous ces startups?
Alors nous avons des programmes qui sont BISPARC, BISPARC+, un programme de partenariat avec les accélérateurs, où nous accompagnons plus de 10 accélérateurs en France. Mais surtout, ce que moi j'observe, c'est qu'il y a une très très forte entraide, comme Frédéric le dit, dans l'écosystème français. En revanche, si on considère en fait la communication entre cet écosystème et on va dire les restes du monde, qui est en fait notamment toute la classe qui n'est pas partie de la technologie et de la société numérique et plutôt se sent comme étant victime de l'accélération technologique, là, il faut construire des ponts, justement pour éviter... Donc entre la vieille économie et la nouvelle économie, ce que vous voulez dire. Entre ceux qui sont, je dirais plutôt ceux qui bénéficient et ceux qui surfent sur la vague des nouvelles technologies. Donc entre les gagnants et les perdants. Et ceux qui se sentent perdants, parce qu'ils ne sont pas forcément perdants, encore une fois, c'est la perception subjective qui est très importante et qui amène à des votes qui vont plutôt fermer les frontières, qui vont plutôt dans le sens d'une restauration, d'un ordre rêvé d'ailleurs, parce qu'il n'a pas vraiment existé, ancien, et qui est souvent anti-technologique et qui va en réaction contre cet écosystème qui sont vus les nouveaux nantis, les nouveaux Wall Streeters de la technologie. En fait, tout cela, ça relève des représentations d'imaginaire collectif. Et encore une fois, il y a un effort, il y a 3 types d'efforts à fournir. Le premier effort, c'est celui des intellectuels et des experts qui doivent étudier ces technologies, les expliquer, les vulgariser, notamment sur l'intelligence artificielle. Je crois que nous participons aujourd'hui à une vague où les experts sur ce domaine-là essayent de faire véhiculer la compréhension de ces technologies auprès du grand public. Le deuxième effort à fournir, c'est celui des grands groupes et des startups pour aller vers les autres. Donc, programmes transversaux, communication avec public qui ne concerne pas. Et le troisième, je reviens encore une fois, c'est la question de la politique, un peu de volonté politique qui intègre non pas comme un patchwork ou comme un cancer les technologies, mais comme en fait une filigrane qui s'articule avec toutes les autres politiques, qu'elles aillent dans le sens de l'éducation, du travail ou même de la sécurité, puisque ça va être un discours de campagne. Voilà, pendant ces 4 prochains mois, on verra si effectivement il y aura un vrai discours de campagne constructif sur le numérique. Merci Diana Filippova, Capucine Cousin, Frédéric Mazzella, Bruno Teboul d'avoir été mes invités. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous restez avec nous sur France 24.